Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Plutôt que de faire une espèce de cours sur ce que c'est que le genre mélodramatique, en particulier à Hollywood, je vous propose qu'on rentre là-dedans par les films et puis on verra bien ce qui se sédimente de ce qu'on appelle le mélodrame. Évidemment, comme tous les genres, vous savez que c'est un genre poreux. Il y aura de la comédie, heureusement, pendant ce cycle. Par exemple, Elle et lui, de McCarey, que vous aviez déjà vu dans la première année où j'intervenais ici, sauf que vous avez vu la version des années 50. Là, c'est la version de 1939 qu'on vous montrera. Il y aura du Lubitsch. Si vous êtes venus ces dernières années, vous serez en terrain familier, mais avec un film qu'on n'a jamais passé, qui est Ange, avec Marlène Dietrich. Donc voilà. Donc en fait, c'est pas une unité de genre qui donne une unité de tonalité. C'est bien autre chose parce que justement le mélodrame, à mon avis, a cette capacité élastique comme ça à recouvrir. À suivre beaucoup d'états émotionnels et de modulation. Et modulation, c'est peut-être le maître mot du jeu de Greta Garbo. Donc ce qui m'intéresse en commençant avec ce film de 1937 de George Cukor, c'est qu'on est à la rencontre de deux tempéraments qui s'accordent autour d'une chose. Alors George Cukor, en fait, on a aussi passé pas mal de films ces dernières années de lui, mais plutôt il y a une dizaine d'années, effectivement, dans ce cycle sur la comédie amoureuse. Ou bien peut-être c'était avec Les Blondes et les Brunes ou Les Rebelles, bon, peu importe. En tout cas, on a passé des comédies de Cukor, par exemple Born Yesterday, Comment l'esprit vient aux femmes, et It Should Happen to You, Une femme qui s'affiche, avec Judy Holliday, voilà, magnifique comédie, avec Jack Lemmon aussi. Donc vous connaissez de toute façon George Cukor pour ses comédies ou pour autre chose, peut-être pour son travail avec Katharine Hepburn et Spencer Tracy. Là, c'est autre chose. Cukor, il vient du théâtre au départ et il s'est mis à faire du cinéma. Il est parti à Hollywood, donc il vient du théâtre de Broadway, de new-yorkais, et il a abandonné complètement le théâtre une fois qu'il est parti à Hollywood au moment du parlant. Donc lui, il entre dans le cinéma quand le cinéma parle. C'est important parce qu'il commence par travailler sur les dialogues. C'est un dialogue coach. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il dirige les acteurs, il leur fait répéter leurs dialogues, il fait aussi les screen tests, voilà. Donc il est centré sur tout ce qui est parole dans les films. Vous voyez le rapport avec la théâtralité, on en parlera peut-être pour ce film. L'autre chose, c'est qu'il a aussi adapté pas mal d'œuvres connues de la littérature, Roméo et Juliette, David Copperfield, voilà. Donc là, il adapte La Dame aux Camélias de Dumas fils, le roman de 1848 qui ensuite est transformé en pièce. Alors lui, il voit la pièce. Tout ça est important sans l'être parce que au fond, ce qu'il voit tout de suite, Cukor, c'est qu'il y a un danger à faire un film en costume. C'est toujours le risque de faire quelque chose d'empesé et que d'autre part, il y a un danger parce que dans La Dame aux Camélias, c'est-à-dire le 19e siècle européen, français plus exactement, la question d'être une mauvaise femme a changé par rapport à l'Amérique des années 30 et donc comment on va faire passer ça. Donc il est tout de suite très attentif à ça, au fait que ça risque de donner quelque chose d'empesé et comment on va avoir des solutions de mise en scène et surtout de jeu pour éviter ça, parce que c'est une très belle histoire et surtout il a très envie à la MGM de tourner avec Greta Garbo, une actrice qu'il connaît de loin mais avec qui il n'a jamais tourné. Donc dernière petite chose introductive et puis ensuite je vous laisse voir le film et on en parle après. Greta Garbo, est-ce que vraiment beaucoup de gens ici ont vu un film avec Greta Garbo ? Oui, parce que vous avez tous vu Ninotchka, j'espère. Bon, moi, ça me plaît aussi de commencer ce cycle avec Greta Garbo parce que, au fond, on connaît tous son nom, son côté un peu mythique, son aura un peu de star suédoise, etc., d'origine suédoise et puis qui ensuite est venue à Hollywood. Mais au fond, on regarde peu son jeu, on s'intéresse peu à vraiment des films, comment est-ce qu'elle joue, quoi. Donc, voilà, je trouve que ce film est l'un de ses grands rôle.
Donc Garbeau, elle a fait une grosse vingtaine de films en tout. Vous savez qu'elle a pris sa retraite très tôt, en 41, justement après après le deuxième film qu'elle fait avec George Cukor, une comédie, bon, pas géniale, mais enfin moi je trouve quand même ça vaut le coup, la femme aux deux visages, mais bon, qui est très durement critiquée. Elle est venue de Suède avec son mentor et amant, Maurice Stiller, immense cinéaste du muet suédois, et puis il meurt. Donc il arrive à Hollywood avec elle, c'est un succès, elle fait Le Torrent, et puis en 1926, et il meurt en 28, et elle pense déjà une première fois arrêter complètement, se retirer du cinéma. Elle va continuer. Et elle va trouver un autre mentor en la personne d'Irving Thalberg, qui est qui est le directeur, un des grands directeurs de production de la MGM. Et c'est avec lui qu'elle fait ce film, ce projet. Avec George Cukor, elle peut tout à fait choisir avec qui elle travaille, sauf que Thalberg va aussi mourir très jeune pendant le tournage de ce film, donc en 1936. Donc vous voyez, c'est assez pesant, il y a de la mort, mais finalement je me dis que cette ambiance, alors, par contre le tournage se passe bien, tout se passe bien pour elle, mais je trouve intéressant qu'il y ait un entour un petit peu macabre, malgré tout, hors champ de ce film, parce que on va aussi cette année dans les cycles se confronter à ça, hein, allons-y carrément, de même que je vous disais quand on avait fait le cycle Maurice Pialat que cette négativité qu'il y a chez Pialat, je vous regarde en particulier, on allait la prendre à bras-le-corps et qu'à la limite ça faisait aussi partie de mon travail en tant que critique de canaliser ma propre négativité et d'en faire quelque chose. Eh bien je dirais que le mélodrame permet entre autres non seulement d'explorer des modulations émotionnelles, mais aussi de s'attaquer à cette grande angoisse et de faire face à la possibilité de la mort. Donc voilà, dans le monde actuel, je trouve que c'est une occasion et ça me rassure, disons, de le faire avec vous. Bon film. D'abord, la première chose que je voulais vous dire, donc, enfin, ce qui me frappe à chaque fois que je le revois, c'est effectivement le jeu de Garbeau. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord que c'est un jeu moderne, mais je voudrais expliquer en quoi je trouve qu'il l'est, en tout cas, et sur cette idée de modulation, et aussi comment, finalement, à cette époque classique du cinéma hollywoodien, tout est mis en œuvre, disons, pour accompagner, c'est-à-dire que tout... C'est peut-être ça une définition du classicisme d'ailleurs. Tout me semble aller dans son sens. C'est-à-dire qu'il y a alors c'est ça, un film hollywoodien, évidemment, les chefs de poste sont chacun à leur meilleur normalement dans un grand studio comme la MGM, mais là il se trouve effectivement qu'avec la mise en scène de Cukor, me semble-t-il, tous vont vers accompagnent, disons, le type de jeu de Garbeau, alors qui a la réputation peut-être dans ce qui reste de son mythe d'être, je ne sais pas, hautaine, froide, etc. Et il me semble que là on voit que pas du tout, et que tout le film et presque l'aventure de ce passage des émotions, alors d'abord sur son visage évidemment, puisqu'on se souvient de cette fin avec le plan, le très gros plan où finalement mourir c'est simplement fermer les yeux, mais avec la petite larme, avec une petite larme. Toute l'histoire dans le film aussi des larmes, c'est-à-dire comment elle parle d'abord des larmes d'Armand, vous vous souvenez, hein, et elle dit ensuite, d'abord elle les reçoit un peu comme une mère qui s'amuse et puis elle compare ça à son petit chien, vous vous souvenez, et puis ensuite elle avoue que c'est à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse de lui, quand elle a senti ses larmes sur ses mains, quand elle a senti les larmes d'Armand sur ses mains, et puis ensuite ça s'inverse et c'est elle qui pleure. Bon, donc il y a toute une aventure du visage, on pourrait dire, et le film est l'histoire de ça, de ces émotions, de ces modulations, plutôt que cette histoire peut-être un peu trop connue ou trop trop poussiéreuse pour certains. Et en tout cas, comme je vous disais, Cukor avait bien l'idée que c'était une sorte de défi de faire passer certains moments, et notamment bien sûr le moment du sacrifice, le moment où elle accepte de la part du père d'Armand le sacrifice énorme qui lui est demandé.
Alors là où Cukor a très bien choisi, avait vu tout de suite qu'il allait pouvoir travailler avec Garbo, qui avait certaines exigences, notamment qu'il ne fasse pas comme il le fait d'habitude, puisqu'il faisait comme Lubitsch, Georges Cukor, c'est-à-dire il mimait un peu ce qu'il voulait de derrière la caméra pour ses acteurs. Alors ça, c'était absolument impossible pour elle, mais pas parce qu'elle était arrogante, mais parce qu'elle avait besoin d'une certaine concentration, donc elle faisait éloigner les gens, y compris, paraît-il, même lui, à un moment, comme s'il fallait se protéger de quelque chose et rentrer en soi d'une certaine façon. Et on le sent dans son jeu. Pourquoi je disais ça ? Mince, j'ai perdu le début de ma phrase. En tout cas, voilà, il y a une fois qu'il a compris ce qu'il lui fallait, à savoir une sorte d'atmosphère de calme, d'atmosphère qui permettait la concentration, on voit que ça lui donne une sorte de guide aussi pour lui. Dans cette entente qu'il y a entre un metteur en scène qui déteste comment on appelle ça, les effets de manche techniques, hein, vous voyez bien qu'on suit l'histoire, on ne pense pas vraiment à la mise en scène au sens d'effets de cinéma. On ne pense pas tellement, me semble-t-il, au mouvement de caméra, à des ellipses qui seraient très marquantes. Voilà, c'est justement ça aussi, c'est une marque du cinéma classique, et c'était très conscient. Je vous en avais parlé pour Frank Capra. C'est le cas aussi. Cukor le dit, c'est pas à cela qu'on doit s'intéresser. C'est pas du tout un metteur en scène brechtien, disons, de ce point de vue-là. Il veut pas nous sortir de l'histoire. Donc il y a cette idée aussi, lui, de moduler et de faire que le récit comme ça glisse, enfin qu'on soit pas dérangé en pensant trop à la forme. Donc en fait, c'est ce que je disais, ils font ce voyage, disons, ensemble dans ces points de concentration, sauf que avec cette entente, eh bien, il reçoit de Greta Garbo ce qu'elle donne assez peu dans ses autres films, à vrai dire, me semble-t-il. C'est pour ça que je pense que c'est l'un de ses grands rôles, avec peut-être La Reine Christine auparavant de Ruben Mamoulian, le film de 1933, donc quelques années avant celui-ci. Et donc, par exemple, dans la scène de la visite de Lionel Barrymore, qui joue le père d'Armand, par exemple, c'est Greta Garbo qui, dès qu'il part, tombe à genoux, vous vous souvenez, et avec ses bras sur la table. Ce geste-là, par exemple, c'est elle qui le propose, c'est elle qui l'invente. Ce qui me fait penser, elle va aussi, par exemple, à la fin, alors c'est pas tout à fait elle, je crois que c'est Irving Thalberg dont je vous parlais, qui aimait bien en tout cas, ou qui a suggéré que la fin, la mort, elle meurt quasiment debout, en fait, assise, parce qu'elle n'arrive pas à être debout, mais cette idée par exemple de ne pas faire la mort de Marguerite sur son lit de mort, quoi. Donc en fait tout ça me fait penser que bien sûr qu'il se passe beaucoup de choses sur le visage de Greta Garbo. Il y a eu d'ailleurs un grand texte de Roland Barthes dans les années 50 qui s'appelle Le visage de Garbo et qui réfléchit à ce qu'est le visage de Garbo 20 ans après ce film, à savoir pour lui une espèce de transition entre le masque, entre quelque chose qui serait très stylisé du théâtre antique et ce qui va appeler le visage événement d'Audrey Hepburn, de la modernité, de la jeune fille moderne que peut incarner Audrey Hepburn. Donc bien sûr qu'il se passe beaucoup de choses dans ce mélodrame sur le visage de Garbo, notamment elle n'a pas de faux cils, elle avait des cils très longs, les yeux très enfoncés, vous le voyez, des pommettes saillantes, etc. Donc tout ça est même morphologiquement utile, je dirais, à toutes ces aventures émotionnelles qui se passent sur son visage. Mais je trouve ce qu'on remarque moins, c'est que c'est aussi toutes ces postures, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, en fait, de très fort dans le corps, alors qu'on a tendance à, justement, à mon avis un peu à tort de la part de Roland Barthes, à se concentrer sur le côté stylisé, abstrait et un peu masque. En réalité, me frappe dans ce film justement plein de gestes, d'attitudes corporelles, notamment dans tout le début, cette scène au théâtre, au début où elle parade au théâtre.
Pourquoi elle parade? Parce que, étant une demi-mondaine, il faut qu'elle fasse sa publicité pour ses clients, j'allais dire, pour les hommes en tout cas qui sont susceptibles de l'entretenir à grands frais, d'où d'ailleurs l'histoire du baron au début et le malentendu avec le jeune Armand, et finalement elle laisse quand même Armand partir parce que voilà, elle est à la recherche de quelqu'un qui peut financer son train de vie. Et d'ailleurs, Greta Garbo, dans ses mémoires, dit qu'elle pense que Marguerite aime son métier, qu'elle aime se faire des anglaises, qu'elle aime toute cette activité, disons, prostitutionnelle, que c'est pas quelqu'un qui est montré comme quelqu'un qui aurait une morale et qui ferait ça par obligation. Donc, en tout cas, je trouve que Garbo porte ça, et dans toute cette première partie au théâtre, elle fait exprès, par exemple, Cukor le raconte, lui il aurait bien aimé qu'elle ait quelque chose de plus régalien, qu'elle marche plus lentement, qu'elle se fasse regarder par les hommes au théâtre, dans les couloirs, sur les marches de l'escalier, etc. Et elle le joue rapide. C'est-à-dire qu'elle est là et puis hop, elle se faufile, elle arrive, etc. Et il dit, j'ai failli lui dire refais la prise, mais voilà, de manière plus lente. Et en fait, je me suis dit non, c'est elle qui a raison, parce que avec cette espèce de légèreté, justement, c'est ça aussi qui pique l'intérêt. Et effectivement, c'est une très bonne intuition, me semble-t-il, corporelle de la part de l'actrice, c'est-à-dire que le film aussi raconte l'histoire de ce corps qui à la fois s'amaigrit. Bon, le prétexte c'est la tuberculose, mais à la fin on voit, elle ne peut pas tenir debout jusqu'à la fin, mais en même temps qui se leste d'une, disons, de son amour, de sa conscience morale. Donc il y a un changement, et je trouve qu'elle arrive très très bien à le faire sentir dans cette sorte d'épaisseur, malgré sa maigreur, une sorte d'épaisseur corporelle. Et là encore, il me semble que dans ce film, tous les différents aspects esthétiques portés par des chefs de poste vont dans le même sens, puisque si vous pensez aux costumes, alors les costumes de Greta Garbo, c'est toujours le même chef costumier qui est Gilbert Adrien, qu'on appelle plutôt Adrien à Hollywood. Et là, vous vous souvenez, au début, il y a cette robe avec beaucoup de volants très très décolletés qu'on revoit après, avec un gros nœud au milieu, en soie ou en satin blanc. Mais à partir d'un moment, le blanc devient taché de noir. Il y a des plumetis, des pois, des tulles, un peu dans les volants qui sont noirs. Donc ça, c'est dans la scène où, vous vous souvenez, où le baron revient. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti en Russie, il revient, et il y a pour moi, l'une des grandes scènes du film, parce que le film, vit du fait que chacune des scènes est assez longue, en fait, et notamment la scène du retour du baron, où elle est au piano, et puis elle lui dit non, en fait, j'arrive pas. Donc vous le jouez mieux, et il se met à jouer Chopin au piano il devient le méchant, c'est-à-dire que tout à coup les plans rapprochés sur le baron et son rire sont horribles, sauf qu'en miroir elle rit aussi, et que dans ce rire, et là encore pas seulement sur son visage mais dans toute son attitude corporelle, la façon dont elle se jette en arrière comme ça, en riant, on ne voit jamais ça. Je veux dire, dans le cinéma des années 30, on ne voit jamais cette posture aussi cambrée, aussi outrée. Eh bien, évidemment, dans ce rire, il y a un désespoir. Enfin, il y a purement l'aspect mélodramatique du film. Il y a évidemment toutes les pleurs qu'elle ne peut pas verser à ce moment-là. Et donc, voilà, les costumes, je dirais, s'assombrissent, mais assez discrètement, puisque quand il y a cette grande escapade à la campagne, cette promesse de peut-être revivre, se reconnecter avec ses origines fermières aussi, d'ailleurs, qui étaient aussi celles de Greta Garbo. Son père était fermier, il est devenu éboueur. Eh bien, vous vous souvenez, elle est en blanc, mais elle a une grande capeline noire, une capeline dans le chapeau et une grande
pèlerine aussi, noire en velours. Et donc voilà, on a à chaque fois le noir qui menace de recouvrir. Même dans la scène des abeilles, vous vous souvenez, elle a l'espèce de voile pour la protéger des abeilles qui est noire. Voilà. Donc il y a tout un jeu comme ça de l'assombrissement. À la fin, dans le dernier plan, on revient au blanc, sauf que ça ressemble à une robe de religieuse, ce costume-là, final. Donc voilà, il y a à la fois le jeu de Garbo, ses intuitions, ses attitudes purement physiques, et qui viennent complètement d'elle, et en même temps le travail des costumes, des décors, puisque par exemple la campagne, ils ont fait plein de recherches. J'ai jamais réussi, je pense qu'ils ne sont pas venus tourner en France, mais ils ont fait plein de recherches pour savoir où c'était, ce qui était mentionné dans le roman, et bon, ils ont trouvé que c'était à Bougival, en Seine-et-Marne. Bon. Bref, mais en tout cas, on voit que Cukor, ça l'intéressait, ça, par exemple. Donc il y a aussi dans les décors, bien sûr, c'est la MGM, bien sûr, c'est les grands studios américains, mais il y a un travail précis autour de ce qui arrive à ces deux personnages, à savoir voilà, comment mettre en scène le sentiment sans que ce soit sentimental. Sans sentimentalisme. Il me semble qu'il y arrive, mais j'aimerais bien quand même vous entendre un peu sur ce film, qui est presque l'un des seuls, j'allais dire, en costume, voilà, dont l'époque renvoie à quelque chose de possiblement, vous voyez, poussiéreux ou muséifié. Donc, on avait quelques craintes à commencer avec ce film, non? Surtout toi, Jean-Paul. À vous. Oui, mais là, j'ai vu la robe avec les oiseaux et puis les œufs pour l'omelette, donc ça, non, c'est bon. Ça y est, tu es conquis. Ben là, il y a quelque chose de proustien dans ces personnages un peu farcesques, satirisés. C'est les deux personnages, donc la voisine et comment elle s'appelle, donc Prudence et Olympe. Ouais, merci. Bien sûr, Olympe en plus. Proustien dans le sens où, dans Proust, il y a cette satire aussi des snobs ou bien des gens ou d'une certaine bêtise. Enfin, il y a même des passages qui rappellent vraiment la recherche, d'ailleurs. Mais il me semble que, juste une chose, ce côté outré de la fête. Vous vous souvenez, la première fête, quand elle met carrément son pied sur la table, elle veut enlever ses chaussures, etc. Et le coup de l'omelette, c'est un petit peu une... finalement, ça, je trouve ça intéressant parce que ces extrémités de vulgarité, disons la blague obscène qui met très mal à l'aise Armand, etc., sont une sorte de déplacement, me semble-t-il, de ce qui est a priori l'essence même du mélodrame, si je peux me permettre de poser ça sur la table à la première séance, à savoir l'excès. C'est-à-dire que le mélodrame vit de l'excès. L'excès des émotions, l'excès des péripéties, parfois, de ce qui arrive aux gens, de tragique, etc. Or, dans ce film-là, le choix est fait de moduler, au contraire. Il y a une douceur, il y a des glissements, il y a ces passages dont je parlais sur le visage, dans le corps, etc. Tout est amorti délibérément, sauf que le contraste est fait avec cet autre monde, mais dans lequel elle vit. Donc il y a comme deux modalités qui vivent ensemble. Ce qui me fait penser que dans le film, il y a tout un travail sur les voisins, on pourrait dire, ou le fait que presque tous les espaces sont doubles. Alors évidemment, le théâtre, c'est forcément un espace double, hein. Il y a la scène et la salle, sauf que vous aurez remarqué que c'est la salle qui est la scène. C'est dans les box, dans les loges que les vraies choses se passent. Mais en fait, quand on pense aux autres espaces, c'est pareil. Quand on est chez elle, on a le salon où a lieu normalement la fête, donc la scène c'est là, mais en fait, elle tousse un peu et elle va se retirer dans la chambre. Et c'est là en fait que se passe le sentiment, enfin la vie, la mort, voilà. Et le fait que, dans le film, me semble-t-il,
aimer, c'est une question de vie ou de mort. Alors, la tuberculose, c'est une sorte de catalyseur ou de prétexte, mais évidemment qu'elle meurt d'amour. On est d'accord ou pas? Donc il y a toujours ces dédoublements d'espace, et même à la campagne, finalement, on est un peu surpris parce qu'elle est dans ce cottage, et puis en fait, on apprend que lui, il est à l'auberge, pas loin, mais voilà. Donc il y a toujours deux espaces, et de même qu'il y a toujours aussi le hors-champ de chez sa voisine. Tout ça n'est pas a priori nécessaire, mais en même temps, ça prolonge cette idée, enfin cette espèce d'impression, je crois qu'on a, que oui, elle fait partie du demi-monde, c'est une femme entretenue, etc. Et en même temps, elle en est sans en être. Il y a ses voisines qui sont des charognardes pas possibles, qui profitent de l'argent qu'elle récolte en sacrifiant, on pourrait dire, son corps ou sa vie amoureuse, etc., et qui sont là, mais qui sont mitoyennes. Voilà, il y a cette espèce de frôlement ou de friction que je trouve finalement qui complexifie une intrigue assez simple au départ, et qui font vraiment penser que Cukor, du théâtre, il a compris vraiment quelque chose sur comment on peut faire que le cinéma mange le théâtre. Et d'ailleurs, il n'est plus jamais revenu au travail théâtral, Cukor. Il a complètement absorbé dans son cinéma la théâtralité. Par exemple, à travers cette pensée de l'espace, du décor. Mais voilà, parlez. Je vais être très court. Vous ne parlez pas de Robert Taylor. Est-ce que c'était ses premiers rôles ou... Oui, c'est un de ses premiers rôles, tout à fait. Oui, moi je l'avais vu dans Convoi de femmes de Wellman, mais c'est plus tard. Et ça, c'est l'un de ses premiers rôles, oui, tout à fait. On voit d'ailleurs qu'il y a une espèce de jeunesse presque gênante. On n'est pas habitué, disons, bien sûr, c'est le jeune premier, mais il y a quelque chose dans sa peau, dans son visage. Et ça, je pense que, là encore, c'est un cinéma très conscient de ce qu'il fait, très délibéré. Vous vous souvenez que dans les cartons de départ, elle dit elle buvait du champagne. C'est une femme, voilà, qui est dans un monde où elle buvait du champagne et puis parfois elle pleurait. Enfin... Et en fait, ce truc du champagne et des larmes, Cukor l'a lu chez Henry James, parce qu'il l'a cité dans un entretien, il a vraiment cité le passage. Henry James a écrit sur la pièce, La Dame aux Camélias, en disant que ce qui lui plaisait dans cette pièce, c'était le côté, c'est écrit par quelqu'un de 25 ans. Et que ça se sent, et qu'il y a quelque chose de juvénile et de léger, alors que bien sûr l'histoire l'est pas du tout dans sa fin, etc. Mais qui sentait dans l'écriture quelque chose de juvénile. Et je pense que Cukor a perçu ça, et Henry James dit « It's all champagne and tears ». Tout n'y est que champagne et larmes. J'aime beaucoup cette idée, le fait que Cukor ait repris ça. Et ça, si vous êtes venu voir, par exemple, le cycle Lubitsch, ça vous évoquera aussi ça. C'est-à-dire que ça pourrait être presque une définition du mélodrame tel que Hollywood a envie de l'évaporer, hein, du champagne et des larmes. Mais en tout cas, il faut garder ce côté juvénile, et là, ça passe par Armand. Ça passe aussi par d'autres dédoublements. Je disais qu'il y avait deux espaces, mais il y a aussi... bien sûr, Nichette qui se marie, comme un redoublement de la communion de la jeune sœur d'Armand, et puis bien sûr comme une anticipation du mariage possible. Mariage dont Irving Thalberg, donc avant de mourir, puisqu'il est mort, je vous l'ai dit, pendant le tournage, avait dit, quand ils parlent de leur mariage, quand ils sont à la campagne, ils devraient en parler comme s'ils préparaient un meurtre, comme s'ils fomentaient un meurtre. Je trouve aussi que c'est une idée intéressante. Je ne sais pas si elle est vraiment restée, mais en tout cas, je trouve qu'il avait des bonnes intuitions. Oui. Vous avez cité Proust. Moi, ça m'a beaucoup frappé là, dans ce film-là. C'est vraiment,
ce climat de personnages où il y a à la fois pas mal de douceur, mais aussi beaucoup de cruauté, très grinçant, et avec finalement un vrai sentiment que chacun des personnages est vachement seul en fait. Ouais. C'est une succession de solitudes en fait qui se croisent un peu comme des fantômes. Oui, et d'ailleurs je pense qu'il y a aussi cette espèce de jeu entre le dehors et le dedans, mais de manière plus concrète, entre le fait de sortir, quand on dit sortir le soir, hein, c'est-à-dire les fêtes, etc., le fait de sortir jusqu'à pas d'heure, de continuer la fête chez la voisine, vous vous souvenez, ah d'accord, elle est malade, c'est pas grave, on prend les plats et on va chez moi, etc. Cette histoire de se fatiguer, en fait, de se fatiguer, mais jusqu'à mourir. Ça aussi, ça fait penser à Proust. Alors ça fait penser à sa vie, mais aussi à la recherche, et ça fait aussi penser à Ophuls, par exemple. Si vous avez vu Le plaisir de Max Ophuls, il y a l'un des segments sur un homme jeune, un homme qui a un peu le look Armand Duval, qui danse jusqu'au bout de la nuit dans les bals, et puis un jour il tombe, et en fait on s'aperçoit qu'il a un masque, que c'est un vieillard. Bon. C'est une nouvelle de Maupassant, terrible et cruelle, mais on sent effectivement cette cruauté à la Maupassant, sauf que, comme on disait, effectivement, il y a aussi toute cette douceur, cette entour du soft focus aussi, le travail qui consiste à rendre plus soyeux les gros plans de Garbeau, puisque vous savez qu'elle avait son directeur de la photo attitré, William Daniels aussi. Donc tout le monde va dans ce sens. Oui, de l'amorti, disons. Il y a un amorti. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre de femmes d'âge mûr. Mm-hmm. Et peu de jolies femmes, comme si Cukor voulait souligner ou faire ressortir la beauté particulière de Greta Garbo. Ah oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est intéressant. Ouais. Et en même temps, vous ne dites pas qu'il les utilise comme des repoussoirs, comme des contrastes. Je pense que c'est plus doux que cela. C'est pas ce qu'il fait. Et je pense que vous avez raison dans le sens où elle a une beauté particulière qui est effectivement... qui n'est pas la beauté hollywoodienne de cette époque. Et d'ailleurs, juste, je vous laisse continuer ensuite, mais ça me fait penser que Greta Garbo, en 1926 ou 27, donc après être arrivée à Hollywood et avoir fait un premier succès, c'est un succès, Les Torrents, elle écrit à une de ses amies suédoises, ici, ils m'aiment beaucoup parce qu'ils n'ont pas de filles dans mon genre. Donc j'ai eu du succès, mais ça va pas durer, il faut que j'apprenne à jouer, et elle l'a fait, mais il y a cette idée qu'elle est une étrangère et qu'elle a aussi, même physiquement, quelque chose d'étranger, pas de spécifiquement suédois, enfin c'est pas, mais en fait ça va contre une idée reçue qu'on a sur Hollywood, et surtout dans sa période classique de fabrication des stars, dont on sait que ça y allait au niveau bientôt chirurgie esthétique, etc., modification, voilà. On sait tous les artifices, tout l'argent qui était mis pour faire des corps parfaits ou des visages, etc. Mais on voit aussi qu'Hollywood s'intéresse à plein de visages très différents et à plein de beautés ou plein de physionomies. Et donc, y compris, c'est pour ça que je pense que celle de Garbo n'est pas tant en contraste avec les autres femmes autour. En tout cas, elle est différente, mais elle est aussi différente d'une certaine norme, disons. Quand j'ai parlé des femmes, disons, d'âge mûr, et avec un comportement, disons, vulgaire, il souligne une sorte où il fait ressortir une sorte de pureté, malgré le contexte, chez donc la dame aux camélias.
de Camille. Oui, et je pense aussi dans les formes, les formes des corps. Effectivement, elle a des larges épaules, elle est assez maigre, elle n'a pas de poitrine. Quand il descend à la fin, non, c'est pas à la fin, c'est quand il la supplie, ouais, quand il la supplie, pas à la toute fin, mais quand il la supplie qu'elle porte du noir. Donc c'est au moment du jeu, la scène où il y a la table de jeu. J'ai eu l'impression que comment je peux avoir cette impression, c'est absurde, que plusieurs personnes dans la salle se disaient mais quelle poitrine plate en fait, parce il a la tête contre elle et c'est comme une armure, comme une sorte de donc c'est aussi une forme de corps particulier, quoi. Alors que les femmes dont vous parlez sont rondes, y compris pas forcément vulgaires, parce qu'il y a aussi Nanine, la nourrice. Mais effectivement, c'est un film avec des corps des corps et des visages très différents. Et moi, j'aime beaucoup le jeu de Henry Daniels, le méchant. Varville, et je me disais où est-ce qu'on le voit. Alors en fait on le voit dans plein de films hollywoodiens, plusieurs des films de Cukor dans des petits rôles, mais surtout il est le garbage du dictateur de Chaplin, le Goebbels, enfin le ministre de la propagande dans Le Dictateur. Bon voilà, je trouve que c'est un très bon méchant dans cette scène assez extraordinaire avec le piano. Oui, il y a un autre personnage que je trouve intéressant aussi, c'est Gaston. Ah oui, tout à fait, Gaston. Oui, un nom très Lubitsch, d'ailleurs. Et il fait une espèce de lien. Et en fait, c'est lui qui va s'occuper d'elle, qui va être toujours près d'elle jusqu'à la fin. C'est presque le bon de l'histoire, quoi. Oui. Et là encore, il y a un effet de double avec Armand. Oui. Il est moins beau, il est moins grand, il est moins jeune, et en même temps, c'est son ami. Et c'est vrai que Greta Garbo, moi, j'ai toujours eu du mal avec cette actrice. J'ai jamais trouvé qu'elle jouait très très bien. Et effectivement, ça a été une révélation dans ce film parce qu'elle arrive à passer. En fait, elle joue deux rôles puisque quand elle passe d'un homme à l'autre, elle change complètement. On voit son visage qui se transforme. Et voilà, j'ai trouvé intéressante. Mais vous ne trouvez pas que quand elle joue avec le baron et qu'il lui dit en fait tu ne peux pas m'offrir ce que je voudrais que tu m'offres, c'est-à-dire une larme, quand il part, tu n'es pas assez triste que je parte, et quand elle dit mais si je suis triste, etc., vous ne trouvez pas que à chaque fois qu'elle est avec lui, elle joue quelqu'un d'insincère et en même temps, c'est là où c'est peut-être brechtien, je ne sais pas, elle a une façon de jouer qui est, comment dire, qui rajoute un niveau de distance qui fait que s'il le veut, il peut comprendre qu'elle ne cherche pas à le convaincre qu'elle est vraiment triste. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou qu'elle l'aime vraiment. Elle lui dit en même temps qu'elle ne l'aime pas vraiment, mais que c'est, me semble-t-il, dans la façon dont elle joue, mais que c'est une convention sociale et que c'est son état, enfin, c'est sa condition. Dans la société que de vivre comme ça, ouvert. Il me semble qu'elle arrive à porter ça dans son jeu. On comprend l'hypocrisie qui est liée aux liens sociaux et aux liens... Parce qu'effectivement, elle est d'un autre milieu et elle est entre les deux finalement en permanence et elle joue justement, elle est capable d'être fausse avec le baron. Et en fait, c'est vrai qu'on est un peu étonné quand finalement elle va être portée par cet amour. On a du mal à y croire au début. Elle joue très très bien justement parce que on pourrait imaginer qu'elle est autant hypocrite avec Armand qu'avec le baron. Et c'est très fort parce que finalement elle arrive à nous entraîner dans cet amour sincère et profond finalement, et elle va même tout sacrifier pour le sauver lui. Et d'ailleurs, la scène avec le père, avec Lionel Barrymore, je la trouve extraordinaire parce qu'on la voit, on voit ce qu'elle a dans sa tête et comment ça évolue au fur et à mesure qu'elle comprend qu'elle est en train d'entraîner
Armand dans un échec social, puis de toute façon elle mourra avant lui, c'est presque sûr, quoi. Oui, et là c'est vraiment quelque chose de très cucorien, si on peut dire, puisqu'il n'a pas de marque d'auteur. Il a fait tellement de films, il a fait Antise, enfin bon, vous connaissez forcément les films de Cukor, et en même temps on ne se souvient pas d'une espèce de patte, mais il y a quelque chose de récurrent dans ces films, c'est le fait que justement cette théâtralité dont il a conscience, c'est une théâtralité sociale, c'est le fait qu'on vit tous, on joue tous un rôle dans la société, et que donc il faut être un acteur performant pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que tout le monde est acteur. Et je trouve qu'on le voit dans le film, parce que dans ce que vous dites, des enjeux sont des enjeux de performance. Dans cette scène, par exemple, mais dans d'autres. Donc on a cet effet comme ça des gens qui sont conscients qu'ils sont en train de jouer. D'où le fait qu'un personnage comme Armand, trop jeune, on voit qu'il prend un acteur qui a l'air très jeune, c'est comme Jurieu dans la règle du jeu, c'est-à-dire qu'il nous est désigné comme n'ayant pas les codes théâtraux, ne sachant pas suffisamment jouer d'une certaine façon, il me semble. Mais c'était, on avait vu ensemble Ninochka, c'est ça avec vous, que devait faire Georges Cukor. D'ailleurs. Oui, et vous nous aviez dit que c'était rare à l'époque de voir Greta Garbo rire dans un film. Alors c'était l'argument publicitaire pour Ninochka en 40 ou 41 sur l'affiche Garbo laughs, sous-entendu, voilà, elle a joué que des rôles de... Parce qu'en fait c'est vrai qu'on lui a donné des rôles de tentatrice, d'ailleurs il y a un film qui s'appelle La Tentatrice en français, donc dès qu'elle arrive à Hollywood on s'en sert pour ça, et elle-même elle arrête. Elle-même, au bout du 3e, elle dit non, mais ça va, quoi. Donc, effectivement, elle est aussi castée comme n'étant pas bonne pour la comédie, alors qu'elle l'est. On le voit dans Ninochka. Parce qu'elle rit beaucoup dans ce film. Et dans ce film, elle rit. Voilà, oui, on comprend qu'elle rit, parce que c'est aussi une manière d'échapper, de ne pas montrer... mais c'est vrai qu'elle rit beaucoup, qu'elle est très belle quand elle rit, parce qu'elle a vraiment une belle bouche. La dentiste revient. Mais... Non, j'avais même pas pensé à ça en plus. Mais absolument. Mais c'est vrai, on pense à ses dents. Je veux dire, on les voit. Ça fait complètement partie de son visage, et je pense que c'est pas tout à fait. C'est génial Hollywood d'une certaine façon. C'est-à-dire le degré de précision. Bien sûr que c'est pour ça qu'on fait faire des essais aux gens de profil, de face et tout ça. Donc ils sont très conscients de ce que nous, au bout, on va voir. C'est un cinéma qui travaille la photogénie. Et plusieurs personnes qui ont travaillé avec Garbo disaient, dont son directeur de la photo, disait mais en fait, elle avait un rapport avec la caméra. C'est devenu un peu un cliché qu'on dise ça de quelqu'un, mais il y a une espèce de photogénie, c'est-à-dire que la personne sait d'une certaine façon quel résultat va être obtenu. Et quand on est là, on ne le voit pas. C'est seulement une fois qu'on voit le film développé que cette photogénie aboutit. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut le développement, il faut le travail de cadrage. C'est pas quelque chose qu'on voit forcément quand on est sur le tournage. Puis ces petites, par moments, ces petites rides qui apparaissent là, ici, entre les deux yeux, et puis aussi sur un gros plan, on voit ses grands cils, l'ombre des grands cils sur ses joues, mais c'est magnifique. Elle est étonnante, je trouve, dans son visage, et son corps aussi, et on a même l'impression d'être dans un film muet, tellement elle parle avec son visage et son corps. Oui, alors justement, sur la question du film muet, je vous avais dit que Georges Cukor, il venait pas du film muet. En revanche, elle vient du film muet. Et donc, tous les films qu'elle a fait, les films suédois qu'elle a fait, puis son début de carrière à Hollywood. Et je vous recommande d'ailleurs son premier parlant, qui s'appelle Annie Christie de Clarence Brown, très très grand film, qui était très attendu parce que comment elle allait parler, comment elle allait passer du muet au parlant, et Bette Davis, l'actrice Bette Davis a dit c'est génial parce que quand on l'a entendue, on était très excités d'y aller pour entendre, et quand on l'a entendue, elle avait la voix qu'on voulait qu'elle ait. Et on n'a pas parlé de sa voix, mais dans les modulations des émotions, elle joue énormément aussi, cette voix. C'est-à-dire elle avait une capacité d'aller dans des octaves, alors moi je ne suis pas musicienne, mais enfin très, très bas,
Et on entend ça, quelque chose de guttural et de plus grave que ce qu'on pourrait croire vu son corps. Donc il y a tout cet ensemble-là. C'est le corps, enfin la voix, c'est aussi le corps, évidemment. En tout cas, Cukor, je trouve qu'il la met bien en valeur et qu'il sait bien travailler avec elle, quoi. C'est vraiment intéressant. Même si toutefois, elle voulait être seule pour faire... je pense que lui, il a quand même fait quelque chose dans l'histoire. Oui, parce qu'il a compris cette histoire de la concentration. C'est là où... s'il y a quand même une affaire de caractère à Hollywood, si les gens sont trop pugnaces, lui, c'était autre chose. C'est pour ça qu'il reste, Cukor, comme un très grand directeur d'actrices. En fait, il a autant dirigé d'acteurs que d'actrices, mais il reste aussi parce qu'il a beaucoup collaboré avec Katharine Hepburn pendant de longues années, et aussi peut-être parce qu'il était homosexuel. Enfin voilà. Mais donc il reste comme connu comme grand directeur d'actrices, ce qui lui a quand même coûté sa place. Sur Autant en emporte le vent. C'est-à-dire que Clark Gable, voyant qu'il était connu comme directeur d'actrice, l'a fait virer et remplacé par Victor Fleming. Mais en effet, je pense que c'est l'une de ses principales qualités. Bonsoir, merci. Bonsoir. C'était un enchantement pour moi ce film, et je trouve que c'est comme une tragédie grecque, tellement c'est profond, tellement c'est... Alors évidemment on connaît le pitch depuis le début, et moi je la vois presque tousser dès la loge, dès quand elle a des tout petits mouvements de recul comme ça, c'est impressionnant. Et elle sait qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre et tous les moments sont importants. Et c'est pour ça qu'elle est, pour moi, elle n'est jamais dans l'hypocrisie, parce qu'elle est, pour moi, mais ça engage que moi, elle est au service de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus beau. Et ça s'incarne dans cet amour qu'elle rencontre enfin avec parce qu'elle en a vu passer des mecs, bien évidemment. Mais d'ailleurs, cette dimension de plaisir, elle apparaît jamais. Alors peut-être qu'on est aussi dans un certain puritanisme américain. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est des prostituées, mais on les voit pas, on les voit pas dans la gloire de leur corps épanoui, par exemple, sauf Olympe un petit peu, mais elle est ridicule, elle est tournée en ridicule, alors qu'elle est déjà éthérée depuis le début. Elle le sera évidemment jusqu'à la fin. Et ce qu'elle offre comme amour, c'est un amour presque mystique. Elle est toujours en blanc, un tout petit peu en noir, avec ce nœud-là qui apparaît à un moment sur son corsage. Voilà, pour moi, elle est dans une forme de tragédie un peu grecque. Enfin, je vois les choses comme ça. Oui, et d'ailleurs, cette maigreur dont vous parlez, on a presque envie de dire anorexie dans cette logique finalement de dénoncer la société avec son corps, d'une certaine façon. Et on sent que son corps pointe l'hypocrisie. Et même quand elle joue elle-même l'hypocrisie avec cet homme qui l'entretient, cette distanciation fait que, en fait, elle la pointe. En disant je joue le jeu, mais voilà, parce que j'y suis obligée. Et c'est une victime expiatoire. Quand elle veut acheter les chevaux, ça nous paraît être un caprice, mais en fait c'est pour le cocher, qui n'est pas si séduisant que ça, puisque c'est un vieil homme. Donc elle fait le bien, elle se débrouille pour que les derniers moments de sa vie soient consacrés au bien, avec évidemment l'amour comme plus haut sentiment humain. Oui. C'est un côté rossellinien quand vous le racontez, mais c'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre aussi dans son rapport avec Armand. Parce que il y a quand même quelque chose d'assez maternel, d'où... alors, j'ai pas regardé quel âge il avait, Robert Taylor, mais je suis presque sûre qu'il était plus jeune qu'elle. Donc, elle était de 1905, je crois. Donc voilà, elle a 32 ans. Je pense qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle. En tout cas, il est habillé pour. Et il y a cette chose un peu maternante dès le début dans son amour. Alors, je ne sais pas si on a le temps de passer l'extrait que j'ai apporté. Je voudrais peut-être finir, je ne sais pas, sauf si vous avez le temps que Jean-Paul le prépare.
départ. Peut-être vous avez d'autres interventions, mais je voulais... parce qu'en fait, finalement, avec ce cycle, qui n'est pas un cycle d'un auteur, d'un cinéaste, on traverse plusieurs cinéastes. C'est presque frustrant, parce qu'on a envie de... la logique monographique fait qu'on a envie de creuser, soit une actrice, soit un cinéaste, etc. Et du coup, je vous parlais d'Anna Christie de Clarence Brown. Si vous avez l'occasion de voir ce film, je vous le recommande. C'est un film de 1930 où il est aussi question de prostitution, enfin voilà, aussi un mélodrame. Mais il y a un autre film dont je vous ai parlé qui est La Reine Christine, donc de Ruben Mamoulian, un très grand rôle où elle est travestie, où elle est en grande partie dans le film habillée en homme parce qu'elle a été élevée comme ça par le roi de Suède, son père. Et à un moment, elle est dans une auberge et il n'y a plus de chambre à l'auberge. Elle est évidemment incognito, elle voyage incognito et elle doit partager la chambre avec un ambassadeur d'Espagne. Ils ne se connaissent pas et puis évidemment ils tombent amoureux tout de suite. Ils couchent ensemble, hein, c'est avant le Hays Code. Et au réveil, voilà comment voilà ce qui se passe. Et donc, en fait, finalement, ça s'inspire aussi de cette scène-là, de la Reine Christine, qui est quasiment sans parole. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette scène, dans son étrangeté, c'est cette façon qu'elle a de caresser toutes les textures, comme ça, dans la chambre, pour finalement quoi ? Pour imprimer le souvenir de l'intimité. C'est une sorte de déplacement de la scène d'amour. Hein, évidemment qu'on ne la voit pas, la scène de sexe du film, et en même temps, il y a une érotisation de l'extérieur, de tous ces objets dans la chambre. C'est à la fois étrange, presque un peu drôle, enfin, ou gênant, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça aussi, c'est une idée de mise en scène intéressante, et je trouve que Cukor, qui a vu forcément la Reine Christine, s'en resserre. Il y a notamment un moment, plutôt dans la dernière partie du film, où elle est contre, vous savez, elle est contre l'accoudoir ou le dossier de cette espèce de méridienne, comme ça, et où on sent qu'il faut un contact tactile entre sa peau. Enfin, il y a un jeu de l'intériorité des sentiments, d'être en contact avec son sentiment intérieur qui est provoqué par l'extériorité des textures. Bon, je le dis très mal, mais en fait, vous l'avez vu dans cette scène, donc mais c'est intéressant de spatialiser aussi ça dans la scène de Mamoulian, de parcourir comme ça un décor. Je connais aucun autre film dans lequel il y a ça. Il y a quelqu'un qui touche le décor. Alors chez Lubitsch, muet, on peut le casser, on peut le vandaliser, on peut en jouir comme ça. Mais là, de cette manière, c'est quand même assez étonnant. Voilà, bon, je voulais vous remercier de votre patience, déjà. Vous dire que la suite du cycle, les films sont très différents, du coup, puisque ça n'est pas monographique. Et donc le prochain. Et donc on va te retrouver Stella le 5 novembre pour Stella Dallas de King Vidor. Stella Dallas, qui date de la même année, mais qui est un film contemporain de son année de tournage, donc très différent, et avec Barbara Stanwyck et un très grand mélodrame à mon sens. Et ne le ratez pas parce qu'en fait, en vérité, il vient d'être restauré en numérique. En fait, je pense qu'on l'a pas vu en salle depuis très longtemps, quoi. Excellent. Merci et bonsoir.